Perron. Quand le système de la santé est malade, ça ne va pas bien. Presque 1 million de Québécois sont en attente pour un médecin spécialiste. La liste a presque doublé en 5 ans. Avec nous, Dr Marie-Lou Sauvé, omnipraticienne au privé depuis 15 ans. On parlait juste avant la pause des 2 projets de loi, le projet de loi 83 et le projet de loi 106, où les gens sont un peu mêlés. Le 83, c'est qu'on veut que les gens, les finissants, les nouveaux médecins, restent au moins 5 ans dans le public avant d'aller au privé. Puis si tu veux aller au privé, il faut que tu fasses une demande à Santé Québec. Fait que grosso modo, c'est à peu près ça. La loi 106, c'est qu'on veut diminuer la rémunération des médecins, changer le type de rémunération de médecins. C'est là-dessus, j'imagine, que le bas blesse, là, parce que ça a été mal compris. Les codes de couleur, il y en a-tu, il y en a pas. Qu'est-ce que vous en comprenez, vous, docteur Sauvé? Du 106 ou du 83 ou 106, des deux? Le projet de loi 106. Mais en fait, c'est sûr que moi, je suis moins dedans parce que je me dis, bon, moi, ça me touche pas, puis je vais me sauver avec que le bateau coule, là. Mais ce qui se passe, c'est que ils veulent rattacher la rémunération des médecins à une certaine productivité. Puis ils veulent introduire la notion de rémunération à la capitation, c'est-à-dire que il y aurait une certaine partie de la rémunération des médecins qui serait reliée au nombre de patients qui est pris en charge par la clinique à laquelle ils sont, à la clinique à laquelle ils travaillent. Donc, c'est de dire, supposons dans telle région, il y a une clinique qui doit prendre tant de milliers de patients à la charge. Puis s'ils réussissent à le faire, ben ils ont comme leur rémunération est reliée à ça. Puis s'ils réussissent pas à le faire, ben ils n'ont pas la rémunération qui est reliée à ça. Donc ça nous oblige à faire des consultations de 15 minutes, c'est à peu près ça, là. Ceux qui ont des cas compliqués. C'est ça qui va arriver. C'est un peu comme là, en ce moment, ils reliaient la rémunération à l'acte, puis surtout au nombre de patients inscrits à leur nom, les médecins. Fait que les médecins, ils inscrivent, ils voient pas nécessairement les patients. Fait que qu'est-ce qui arrive quand tu as trop de patients inscrits pour ce que tu peux voir? Ben t'as pas de temps, t'as pas le temps de voir les patients, t'as pas le temps de donner des rendez-vous. Quand tes patients y appellent, t'es pas disponible, puis tu peux juste régler un problème à la fois. Fait que je veux dire, c'est l'inverse de ce qu'on veut faire en fait, là. Donc c'est pour ça que les médecins sont un peu en fait très fâchés parce que la majorité de cette façon-là aurait une baisse de salaire, alors que c'est pas vrai qu'ils sont pas productifs, là, tu sais. C'est ça qu'on entendait, au fait que les salaires ont augmenté, mais pas la productivité. C'est ça qui a été martelé, en tout cas, sur la place publique. Mais vous dites, c'est pas vraiment ça sur le terrain. Ben en fait, c'est quoi la productivité d'un médecin? Est-ce que moi, je suis plus productive si j'ai vu 50 patients aujourd'hui au lieu de 15 avec qui j'ai pris le temps, que les 50 vont tous reconsulter dans les prochains jours parce qu'ils n'ont rien compris, ils sont pas mieux, ils se sont sentis barouettés, puis j'ai rien réglé, versus si j'en ai vu moins, c'est quoi la productivité en fait? Puis, tu sais, les médecins aussi, le travail, ils travaillent pas tout seuls, là. Je veux dire, si moi, je travaille dans une clinique, il y a pas de secrétaire à l'entrée, il y a pas d'infirmière au triage, il y a personne, puis que l'on me dit, garde, t'as vu juste tant de patients parce que t'es pas productive, ben oui, mais j'ai aucun outil pour être plus productive. Vous me promettez des infirmières, vous me promettez des secrétaires, vous me promettez un plateau technique, un accès. Je veux dire, si j'ai un papier puis un crayon puis un fax, qu'est-ce que je peux faire, là, de miraculeux avec ça, là? Il y en a beaucoup qui ont parlé de la rémunération des médecins. Il y en a que ça fatigue, mais il y a quand même une raison à la rémunération. Il y a ça, je pense, qui n'est pas compris sur la place publique aussi, le salaire des médecins. Il y en a plein qui disent ça. C'est sûr que quand on regarde la hausse des revenus de Santé Québec, c'est drôle, on en entend moins parler, mais les fonctionnaires aussi, on n'est pas pire hausse. Mais chez les médecins, on sent que dans la population, il y a une grogne, mais c'est comme si on ne comprenait pas non plus ce que ça implique, le salaire d'un médecin. Oui, mais je pense que c'est même parmi les médecins, des fois, on pose des questions, puis les médecins ont de la misère à expliquer leur rémunération tellement c'est compliqué, là, les codes de facturation, les actes, tu sais, puis les salaires moyens, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Donc, souvent, le salaire moyen des médecins de famille, ça englobe tous les médecins de famille, ceux qui font de l'obstétrique, de l'urgence, du CHSLD, du bureau. Alors que si on prenait juste la rémunération des médecins qui font du bureau, donc la prise en charge, les salaires, c'est pas ce qui est divulgué là, dans les médias, là. Tu sais, les médecins, donc c'est pour ça que les médecins ils partent, là. C'est tellement compliqué maintenant avec tous les problèmes là, que les auditeurs expliquent, là. Nous, on est pris là-dedans, là. Les médecins ils disent, regarde, moi, je vais aller travailler à l'urgence, je vais aller travailler à l'hôpital, je vais aller en CHSLD, je vais aller faire de l'aide médicale à mourir, mais je vais me sauver du bureau, que je suis plus capable de référer aucun patient nulle part, je suis plus capable d'avoir aucun examen pour mes patients. Ils sont pas capables de prendre des rendez-vous pour des prises de sang, puis ils reconsultent sans cesse parce qu'ils ont aucun service. Là, c'est nous qui est pris avec tous ces patients-là qu'on peut pas aider dans le système. Fait que les médecins s'en vont.
Puis avoir un bureau aussi comme médecin de famille, les médecins doivent payer leur bureau. C'est à peu près, ça peut coûter combien ça par année? C'est environ, les frais de bureau, c'est à peu près 30 du salaire du médecin par année, là, si on veut. Fait que c'est quoi, un 50, 60 000 par année de frais de bureau? Oui, ça dépend tout le temps du salaire du médecin, là. Mais faut calculer, oui, si un médecin, si un médecin de famille, oui, ça pourrait facilement être 50 000 là, de frais de bureau par année. Là. Puis nous, évidemment, on est des travailleurs autonomes, fait qu'on n'a aucun avantage social non plus. Là. Donc, un coup qu'on enlève tout ça, en bureau, je parle. Je parle pas des médecins qui font de l'urgence, qui font de l'hospitalisation, où là, les salaires sont beaucoup plus élevés. Mais souvent, les médecins vont dire, ben moi, je fais de l'hospitalisation puis d'autres choses parce que le bureau, c'est pas payant. C'est pas avec ça là, que ça va que ça va bien. Là. Il faut que je fasse autre chose. Docteur Guillaume Lafortune, au 187 Cube Radio, est avec nous, médecin neurologue à l'hôpital de Grande-Bay, président de l'Association des neurologues du Québec. Voulait ajouter sa voix à la discussion. Bienvenue à l'émission, docteur Guillaume Lafortune. Bonjour, merci de me recevoir. Qu'est-ce que vous aviez envie d'ajouter? En fait, il y a un angle qu'on aborde peu souvent au niveau des consultations en médecine spécialisée, c'est celui de la pertinence. Je trouvais que l'exemple de la neurologie était bon. Nous, il y a quelques années, on avait des listes d'attente qui étaient hors de contrôle, qui n'allaient qu'en augmentant. En neurologie, c'est une discipline qui est souvent complexe et pour laquelle il y a beaucoup de demandes. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette liste-là? Alors, on a revu les critères d'accès, puis on s'est dit, il y a beaucoup de patients qu'on voit honnêtement inutilement parce qu'ils ont eu des symptômes peut-être qui étaient inquiétants, mais qui finalement ne mènent pas à un diagnostic de maladie neurologique. Et ces patients-là, ben c'est frustrant pour eux parce que souvent ils attendent très longtemps. Puis quand ils voient un neurologue, de se faire dire, ben vous n'avez pas de maladie neurologique, ces symptômes-là étaient finalement bénins. C'est frustrant pour eux. Et puis ça embourbe la liste, puis ça empêche les patients qui ont vraiment besoin d'être vus de l'être. Alors on a resserré un peu les critères et puis on a réussi à passer la liste d'attente en un an de 55 000 à 43 000. Oh! Et les patients qu'on voit sont beaucoup plus pertinents. Donc, les patients qu'on voit, c'est vraiment ceux qui ont besoin d'être vus. Alors, je pense que c'est quelque chose de porteur. C'est vrai pour la neurologie, mais c'est aussi vrai pour les autres spécialités. J'entendais votre invité, qui est une médecin de famille, dire qu'il faudrait qu'on soit une deuxième ligne puis qu'il y ait une autre forme de première ligne. Ça aussi, c'est de la pertinence. De dire, c'est pas au médecin de famille de faire toute la psychothérapie, ça devrait être à des psychologues. Ça aussi, c'est de la pertinence. Alors, je pense que c'est un angle qui est très porteur. Nous, on l'a démontré par les résultats qu'on est en train d'obtenir. Et puis, il faudrait, je pense, qu'on aille dans cette direction-là. Mais vous, donc, à Grande-Bay, vous voyez votre liste diminuer parce que vous l'avez gérée autrement, c'est ça, là? Ben, c'est plus que ça. C'est la liste pan-québécoise. C'est la liste de toutes les consultations en neurologie au Québec dont on s'est donné des outils pour la gérer, notamment un formulaire du CRDS plus performant. Ça veut dire que on essaye de mieux guider les demandeurs de consultation pour dire ça, est-ce que ça risque de terminer en diagnostic neurologique où le patient va avoir besoin de notre expertise, ou ce sont des symptômes qui, ne devraient pas être vus par un neurologue, qui devraient plutôt être référés à tel ou tel endroit, ou au conseil numérique. Ça, je fais une petite parenthèse. Il y a manière des fois de juste demander un conseil sur une plateforme numérique à un spécialiste. Il répond dans les 7 jours, puis ça donne au professionnel de première ligne la réponse dont il a besoin, puis ça évite une consultation inutile. Alors, il y a plusieurs outils comme ça qui permettent de maximiser la pertinence, puis de faire en sorte qu'on réduise les listes d'attente. C'est bien pour les patients, c'est bien pour les professionnels de la santé, c'est bon pour tout le monde. Puis sur quel site on peut aller? On vous écoute là ce matin à Cube, on se dit, oh mon Dieu, mais moi j'aimerais ça, pouvoir accéder à ces sites-là. On va sur quel site? Les conseils numériques, ça, c'est accessible aux professionnels de la santé. Je vais vous donner un exemple. Un médecin de famille qui a une question pour un patient, par exemple, qui a des migraines, puis j'ai essayé tel traitement, j'en aurais besoin de peut-être essayer un autre, mais je suis pas trop certain, va écrire un message, va envoyer ça là-dessus, ça va être attribué à un neurologue. Dans les 7 jours, il y a un neurologue qui va répondre à la question du médecin de famille pour lui dire, voyez, dans tel cas, vous pourriez essayer telle chose. Fait que ça évite une consultation, oui. Ça évite une demande sur la liste d'attente. Puis le médecin de famille, non seulement il est outillé, mais en plus, ça lui fait de la formation continue, puis ça fait même des crédits de formation continue. Fait que ce sont des outils qui sont sous-utilisés et qui sont, à mon avis, très porteurs. Complètement. On pourrait pas l'utiliser pour tous les autres types de médecine spécialisée? Ça l'est de plus en plus. Je vous dirais que c'est variable la façon dont ça peut être utilisé. Parfois, l'examen physique est nécessaire. Je prends par exemple des cas en orthopédie. Je ne sais pas si ça serait quelque chose de particulièrement utile, par exemple. Je pense qu'il faut que ça
l'application soit vue pour chacune des spécialités et adaptée, je vous dirais, là, selon les cas. Mais clairement, je pense que dans beaucoup de cas, ça peut être des choses qui soient explorées. Merci d'avoir ajouté ce point-là. C'est franchement pertinent, puis ce serait bien qu'on y aille parce que on veut des patients qui sont rassurés, mais on veut des médecins aussi qui s'en vont pas, là, que ce soit au public ou au privé. En ce moment, l'exode des médecins, là, c'est quand même un enjeu majeur dont on parle pas assez, je trouve. Oui, exactement. Puis en médecine spécialisée aussi, il y en a qui regardent les choses aller puis qui se disent « Ouf, est-ce que je vais aller vers le privé? » Nous, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Alors, si on veut garder le bateau à flot, qu'on veut garder nos joueurs, qu'on veut continuer à offrir les services, et c'est ce qu'on souhaite tous faire, il faut justement qu'on se dote d'outils performants qui vont nous permettre de bien faire notre travail. Puis je pense que d'avoir des outils comme ça, technologiques, qui nous permettent de diriger les bons patients aux bons endroits, aux bons professionnels, c'est crucial. Docteur Guillaume Lafortune, merci de votre intervention au 187 Cube Radio, au 1877-827-2346. Claudie Bordua, cliente en médecine privée depuis 2019 avec Docteur Marie-Lou Sauvé, est avec nous, veut réagir. Est-ce que vous avez été en attente, vous, d'un médecin spécialiste? Oui, en fait, je suis en ce moment en attente d'un médecin spécialiste pour une mastectomie bilatérale parce que j'ai une mutation génétique qui augmente mes risques de cancer du sein d'au moins 60%. Là, ça dépend à quel professionnel de la santé on parle, là, mais j'attends pour ça, mais ça fait pas longtemps, là, ça fait seulement 6 mois. Je suis sur des groupes Facebook avec d'autres personnes qui ont la même mutation génétique que moi, puis que ça fait 2 ans qu'elles attendent. C'est sûr que une mastectomie bilatérale préventive, c'est jamais aussi urgent qu'une personne qui a déjà un cancer actif, mais il y a quand même une certaine attente. Puis quand une fois qu'on a réussi à rentrer dans le système, il faut laisser ça aller parce que sinon les gens vont stresser en se disant mon Dieu, j'attends, je vais peut-être avoir un cancer. Alors il faut comme un peu prendre du recul par rapport à ça parce que sinon les gens vont vraiment tout le temps être stressés d'attendre aussi longtemps. Puis si je peux me permettre de rebondir un peu par rapport au projet de loi 106 puis ce qui a été énoncé par Dr Sauvé. En fait, moi, ce que je vois, parce que j'ai des problèmes de multimorbidité, donc j'ai des problèmes de santé chronique. J'en ai plus que 2. C'est quoi vos problèmes de santé chronique? Par exemple, j'ai des problèmes de diabète, apnée du sommeil, j'ai des problèmes musculo-squelettiques, cholestérol, tachycardie, j'ai une liste là. Mm-hmm. Puis ce qui se passe, c'est que les cas un peu complexes comme le mien ou des cas de personnes vieillissantes qui développent plusieurs problèmes de santé, avec le projet de loi du projet de loi 106, là, ouais. Le projet de loi 106, j'ai l'impression que tous les cas complexes vont un peu, entre guillemets, prendre le bord. Déjà que c'est difficile parce que quand on a plus qu'une problématique, c'est difficile d'avoir un... Souvent, tu peux voir un médecin pour une problématique. Là, ça arrive là, quand tu as un rendez-vous dans un GMF, par exemple, là, il traite une affaire. Là. Si tu en as 4, là, il va falloir que tu reprennes un rendez-vous. Là. Ça, on le voit souvent. Mais là, vous, est-ce que vous restez au public ou vous vous êtes tourné vers le privé? Si vous consultez Mme Sauvé, c'est que vous avez dû faire à un moment donné un saut vers le privé? Oui, en fait, moi, en 2018, j'avais un médecin de famille depuis une trentaine d'années qui a pris sa retraite. J'ai été transférée à un autre médecin en 2018. Je voyais que la médecin avait certaines... préjugés? Était moins... Pardon? Préjugés? Non, mais était moins à l'aise avec certains problèmes justement de multimorbidité puis des problèmes de santé mentale que j'avais à l'époque. Fait que finalement, voyant que ça aboutissait pas, j'ai décidé de consulter Dr Sauvé au privé en 2019. Là, Dr Sauvé, comme elle mentionnait, elle change un peu sa pratique. Ce qui fait que là, en fait, là, je me retrouve avec plus vraiment de médecins de famille, mais j'ai décidé d'aller consulter encore une fois au privé une infirmière praticienne spécialisée pour continuer là, le suivi sur certains dossiers, mais je vois pas comment je vais
je vois pas comment je vais pouvoir trouver un médecin de famille au public qui va pouvoir me prendre en charge. On sent que ça vous inquiète. Au privé, ça vous coûte combien là, jusqu'à maintenant, tous ces frais-là, là, justement, de devoir vous tourner vers le privé parce que vous vous sentez pas pris en charge par le public, ça coûte combien tout ça? Là, la facture s'élève à combien? Mon Dieu, si vous voulez, toute ma facture depuis 2018, je suis rendue à 36 000 $ de soins de santé, mais pas juste de consultation, là, de tous les soins. Mais si on donne un exemple, par exemple, d'être prise en charge au privé par une infirmière praticienne spécialisée en première ligne, c'est à peu près 200 $. Ça, c'est la prise en charge. Un rendez-vous d'à peu près 45 minutes, 1 heure. Puis les consultations subséquentes sont aux alentours de 100, 110 $ pour une demi-heure, 45 minutes. Puis là, vous voyez le temps que j'énumère des consultations, on parle de 30, 45 minutes au public. Mais c'est épouvantable. Vous êtes capable d'y arriver dans votre vie, tous ces frais médicaux-là, avec le coût de la vie, là, vous êtes capable d'y arriver? En fait, je travaille plus depuis 5 ans justement parce que j'ai trop de problèmes de santé à gérer. Fait que pour l'instant, je suis invalide. Fait que c'est un peu difficile. Mais bon, j'y arrive, mais à quelque part, c'est sûr que je préférerais pouvoir me tourner vers le public pour l'entièreté de mes soins, mais c'est pas possible. Claudie Bordua, merci de votre appel aujourd'hui, puis on vous envoie des ondes positives pour la suite. Docteur Sauvé, il y a beaucoup de messages qui rentrent au 187 Cube Radio, mais il y en a un qui revient, un message qui dit « Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, là, les hôpitaux qui sont vétustes, avec les salaires qui sont plus chers qu'avant, avec les prix des soins aussi qui coûtent très, très cher, est-ce qu'on a encore les moyens au Québec d'avoir un service public? » Moi, je pense que oui. Je pense qu'avec la quantité d'argent qui est mise dans le système de santé, si la majorité de cet argent-là allait vraiment aux patients puis aux soins, on aurait assez d'argent. Moi, ce que j'ai découvert dans l'année et demie que j'ai passé à me battre contre le système pour monter dans les échelons pour comprendre comment ça fonctionnait, à qui je parlais, me faire du ping-pong. Il y a énormément de gestionnaires, énormément de fonctionnaires de qui on pourrait couper des salaires et des postes qu'on pourrait enlever, qu'on pourrait gérer ça autrement. Il y a énormément d'argent qui est perdu dans le système. Et ça va prendre quelqu'un pour faire un changement. Puis on dirait que les partis politiques en place, ils sont pas capables. On fait des structures. Oui. On fait Santé Québec, les agences de santé, puis c'est plus ça, c'est des CIS, des CIUS, des CHI, des CS, des acronymes là, que tu comprends pas. Puis là, on rebrasse la soupe. Là, quelqu'un d'autre au pouvoir, puis on rebrasse des lettres. Mais il n'y a rien qui change au final, là, dans le sens où, en dessous de ça, là, la structure, là, dans la coquille, là, tout ça, c'est frites. Là. C'est bien beau mettre une coquille, mais à l'intérieur, il faut que ce soit prospère. Là. C'est ça notre problème. Là. On met des pousseux de crayon, mais on oublie que c'est sur le plancher des vaches que ça se passe. Oui, mais c'est surtout que les gens qui décident en haut, ils n'ont pas de pouvoir sur ce qui se passe en bas. Donc, c'est bien beau de faire des meetings, puis on va se faire une liste de trucs à faire, puis on va mettre des nouvelles façons de penser dans le système, puis mais après ça, quand c'est pour être appliqué, les gens en bas, ils vont dire, mais toi, t'es pas mon boss, c'est pas toi qui me gère. Puis là, il y a des syndicats. Moi, le syndicat, quand même, m'a pas aidé, là. À faire avancer mon dossier. Fait que le syndicat me disait, parle au ministère. Le ministère disait, c'est à cause de ton syndicat. Je veux dire, c'est pas normal qu'un médecin qui a 15 ans d'expérience puis 15 ans d'université est pas capable de pratiquer dans le système public en ce moment. C'est inacceptable. Bien, surtout avec les listes d'attente. Je veux dire, les gens ne sont pas capables d'avoir accès à un médecin, d'être soignés. Puis les médecins quittent. Vous en voyez beaucoup. Vous pensez que c'est combien de médecins qui sont en train de quitter là, autant au public qu'au privé? Je sais pas, c'est difficile de dire, mais c'est parce que là maintenant, depuis le projet de loi 83, les médecins de famille ont plus le droit d'aller, pas juste les premiers 5 ans, là, les médecins de famille, il y a aucune demande qui a été acceptée pour sortir du système public. Donc, il y a plus aucun médecin qui est capable d'aller au privé, ce qui fait que le système privé en ce moment, là, les gens qui consultent dans des cliniques privées, ça, un coup que ces médecins-là vont être partis, il y a plus de nouveaux médecins là, pour prendre la relève. C'est terminé là. Fait que le système privé, là, je parle pas des spécialistes, là, je parle des omnipraticiens, ça va, si c'est pas contesté en cours, si ça passe comme c'est là, le système privé qui sert à désengorger et le patient qui dit des fois, bon, j'ai pas les moyens, mais tu sais, pour une urgence, j'irai au privé, ben ça, c'est terminé. Puis ceux qui ont beaucoup d'argent, qui consultent au privé, puis qui se disent, moi, ça me regarde pas, je pourrais toujours payer, c'est pas vrai, il y en aura plus de ces soins-là sur le side.
Fait que avec le projet de loi 106, ben là, les médecins sont pas bien dans le public, ils veulent aller au privé, ils sont pas capables. Fait que là, ils s'en vont en Ontario, ils s'en vont au Nouveau-Brunswick. Il y en a beaucoup qui se réorientent. Donc, j'ai vu des gens aller, bon, je m'en vais en enseignement, je m'en retourne à l'école. Tous les postes de fonctionnaires, là, de médecins, nous, on peut travailler à la SAQ, on peut travailler pour le ministère, sont tous pleins. Il n'y a plus de CNESST, il n'y a plus de place. Tout le monde est parti, tous les postes sont pris. Les médecins cherchent à partir. Ouais. C'est épouvantable. Ça, les gens ne réalisent pas parce qu'on parle beaucoup de la rémunération des médecins, mais quand on considère que c'est des travailleurs autonomes, donc le coût qu'on a sur la place publique, il n'y a pas l'impôt qui est enlevé, le coût de faire partie d'un ordre, le coût également de tout l'équipement, là, tout ça, là, les horaires. Moi, je ne voudrais pas avoir l'horaire d'un médecin, donc moi, c'est pas ça qui me dérange, c'est pas le salaire, c'est de la façon dont on gère notre système, puis on en parle à chaque année, puis c'est juste de pire en pire, on le voit, les listes s'allongent. Va falloir éventuellement faire quelque chose parce que c'est pas drôle quand j'entends que les gens vont se faire opérer ailleurs, qu'on va dans les autres provinces. C'est gênant. Docteur Marie-Lou Sauvé, merci de votre temps aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'on trouvera des solutions. Puis je suis désolée pour votre clinique, sincèrement. Mais merci. Merci de votre temps aujourd'hui. Mon Dieu, ce sujet-là fait tellement réagir. Si vous avez des témoignages comme ça, on y reviendra à 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Maintenant, aujourd'hui, c'est un jour hommage national pour le grand Serge Fiori. Si vous avez des témoignages, vous avez été touché par la musique d'harmonium de Serge Fiori, on y revient.